Nous, on aide les habitants à monter des cantines de quartier. C'est des lieux qui ressemblent à des grandes cuisines ouvertes. Les cantines de quartier, nous, on aime bien dire qu'elles ont 3 caractéristiques. Elles sont participatives, c'est-à-dire qu'elles sont montées de A à Z par les habitants. Ensuite, c'est les habitants qui font la cuisine et c'est aussi les habitants qui s'occupent de son animation, de sa gouvernance et tout ça. Alors, bien sûr, il y a des salariés, mais c'est quand même les habitants qui sont aux manettes de A à Z. Elles sont en alimentation durable, c'est-à-dire que notre point de ralliement, c'est le repas, mais derrière, c'est les relations de qualité. Et en fait, si on veut pouvoir prendre soin les uns des autres, on commence par prendre soin de soi et ça passe par le fait que ce qui soit dans l'assiette, ce soit bon. Donc l'alimentation durable, pour nous, c'est important. Et puis, troisième critère aussi qu'on aime bien, c'est le prix libre. En fait, on a été très étonnés de voir que ça marchait et que c'était une super manière de pouvoir accueillir des gens très différents et de faire l'expérience d'une vraie altérité, d'une vraie mixité au sein de la cantine grâce au prix libre. Donc, on défend un modèle économique fondé sur le prix libre. Voilà pour les petites cantines. Donc, en gros, les petites cantines, aujourd'hui, il y en a 6 qui sont ouvertes en France, 5 qui sont en cours d'accompagnement et puis quelques autres qui mijotent un peu ailleurs. Mais voilà, après, chaque cantine est à l'image de son quartier, de ses habitants. Celle-ci, c'est celle de Perrache, mais il pourrait y en avoir d'autres qui ont un look un peu différent. C'est aux habitants de définir le look de leur cantine. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, donc, monter une communauté apprenante, déjà, je voudrais vous dire qu'on a une approche extrêmement empirique. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas vous faire de la théorie sur la communauté apprenante parce que je n'ai rien lu dessus. Je sais qu'il existe plein de littérature, plein de théories, etc. Mais chez nous, ce n'est pas du tout arrivé comme ça. Ce n'est pas du tout arrivé par un savoir livresque. Et du coup, je vais simplement vous raconter notre retour d'expérience du terrain. On va parler de du coup, comment cette idée est venue aux petites cantines, en quoi je considère que nous sommes aujourd'hui une communauté apprenante, et puis les écueils, les obstacles qu'on rencontre et les questions qu'on n'a pas encore résolues aujourd'hui. Ça vous va? Alors, je ne vois pas le chat, alors n'hésitez pas à m'interrompre, à ouvrir votre micro. Ça peut être hyper interactif. Il n'y a aucune question bête, vous ne dérangerez jamais. Et si vous n'osez pas ouvrir le micro, vous pouvez poser dans le chat. Et puis, soit Andrea, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin, soit Andrea gardera toutes les questions pour qu'on y réponde, soit c'est des petites questions rapides et Béné pourra vous répondre dans le chat directement. Alors, comment c'est venu aux petites cantines? En fait, la première fois que j'ai entendu le terme, c'était en 2014. Et j'étais accompagnée par une coach parce que je venais de quitter le journalisme. Je ne savais pas du tout je ne comprenais pas pourquoi je voulais quitter ce secteur et je ne savais pas ce que j'allais faire après. J'avais eu un conflit avec mon boss. Voilà, ma vie n'était pas forcément, c'était un peu un plat de spaghettis bien emmêlé à ce moment-là. Et la coach, elle m'aidait un peu à y voir plus clair. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu as entendu parler des communautés apprenantes? Je lui ai dit, non, jamais de ma vie. Elle me dit, regarde, il y a un gros colloque là qui se tient à telle date, vas-y. Et du coup, je regarde, le colloque était hyper cher. Donc, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir sortir des centaines d'euros là, pour y participer. Du coup, je leur ai envoyé un mail en leur disant, moi, j'étais journaliste. Si vous voulez, je peux vous écrire les actes du colloque. Et en échange, comme ça, j'aurai accès au colloque. Et ils m'ont dit, banco. Donc, je me dis, super, sauf qu'en fait, le jour J, ma fille était malade comme un chien, je n'ai pas pu quitter Lyon, je me suis retrouvée en fait à l'hôpital et du coup, ça ne s'est pas fait. Donc, rendez-vous manqué, mais ce n'est pas grave, on verra que tous les rendez-vous manqués, les erreurs, les problèmes, tout ça, en fait, n'en sont pas. Donc, voilà, je trouve ça rigolo que ça ait commencé sur un problème. Ensuite, je me suis aperçue, quand on a commencé à monter le projet des petites cantines, que quand on allait chercher des partenaires, ou que ce soit financier ou extra-financier, les gens, en fait, ce n'est pas tant qu'ils adhéraient au projet parce qu'ils avaient du mal à comprendre ce qu'on voulait faire, mais ils adhéraient à l'équipe. C'est-à-dire, on voyait que dans la manière de leur parler, en fait, c'était ça, en fait, ils croyaient dans nos capacités, ils croyaient dans nos compétences et tout ça. Et du coup, très vite, j'avais mis un peu en tête de notre plaquette, comme on n'avait pas de compétences en restauration, comme on n'avait jamais monté de projet, comme j'avais jamais monté de boîte, comme je ne connaissais pas très bien l'entrepreneuriat social, finalement, on n'avait pas beaucoup d'arguments. Mais on avait mis « Nous sommes une équipe qui apprend vite ».
Et au début, ça nous faisait un peu rigoler, mais finalement, je m'apercevais que c'était un argument qui comptait. Ensuite, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous la même manière d'apprendre. Il y a des gens, ils aiment bien apprendre dans les livres, on l'a évoqué tout à l'heure. Quand il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, leur premier réflexe, c'est d'aller chercher un bouquin ou un truc sur Internet dessus. Il y en a d'autres, ça va être de faire. C'est-à-dire, ils vont aller sur le terrain. Voilà, je sais pas, je ne sais pas construire une maison, je vais apprendre en faisant. Voilà, ce sont des faiseurs. Il y en a d'autres, ils vont modéliser. Je vais aller sur mon tableau Excel où je vais faire des schémas et je vais essayer de me représenter, de visualiser toute la structure qu'il va y avoir ou voilà, à quoi ça va ressembler. Et ensuite, je me lancerai. Et il y a une quatrième catégorie, et moi j'en fais partie, qui est quand je ne sais pas quelque chose, je vais voir quelqu'un dont je pense qu'il sait et je vais lui demander de me raconter, à l'oral en fait, de me faire son retour d'expérience. Et c'est pour ça aussi que quand j'étais journaliste, j'adorais parce que les gens, ils me partageaient énormément de choses à ce moment-là. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que c'était ma première source d'apprentissage, donc il fallait que j'y consacre du temps aux rencontres avec les gens. Et ça m'a aussi fait prendre conscience qu'il fallait que je m'associe avec des gens dont ce n'était pas forcément le même mode de fonctionnement, parce que parfois c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien de pouvoir compléter avec d'autres approches. Voilà. Et puis, un truc super important aussi, c'est que nous, quand on a lancé les petites cantines, on a commencé par trouver un nom, voilà, les petites cantines. On avait envie d'essaimer, on le savait depuis le début. Et en fait, en posant ce nom, quelque part, sans vraiment le conscientiser, on créait un peu une marque. Et tout de suite, les gens, ils nous ont dit « Ah ouais, super, vous êtes en train de lancer une franchise, en fait, une franchise de cantine de quartier, un peu comme une franchise solidaire, quoi. » Et nous, on disait ouais, je sais pas, ouais, peut-être, je sais pas. Du coup, on a creusé le modèle de la franchise solidaire. Et en fait, on s'est aperçu qu'on ne se reconnaissait pas du tout dedans. Parce que derrière la notion de franchise, il y a la notion de un peu d'uniformité. Moi, j'associe ça dans mon imaginaire à McDo, en fait. Genre le McDo des cantines de quartier. On disait mais non, mais non, mais non, mais surtout pas, ça va juste tuer l'âme du projet, en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a une marque partagée que c'est forcément toujours tout pareil partout. Par exemple, quand vous avez du marketing territorial, je sais pas, moi je me souviens quand j'étais petite, je me souviens c'était la Bretagne, non je sais plus, je sais pas, Lyon, c'est, bon ça y est, j'ai plus de marque, mais en gros souvent il y a des territoires, ouais, Lyon c'est Only Lyon, avec les mêmes lettres, Only Lyon. En fait ça développe le sentiment d'appartenance, mais c'est pas pour ça qu'en fait il y a des trucs imposés à tout le monde et tout ça. Et je me suis dit, nous, c'est beaucoup plus le sentiment d'appartenance qu'on veut développer. Et puis l'idée en fait qu'ensemble, on sera plus fort, ensemble, on ira plus loin, ensemble, ce sera plus facile de résoudre nos problèmes. C'est plus l'idée en fait de développer entre nous l'intelligence collective. Du coup, en fait, on a vraiment déconstruit cette idée de se lancer en franchise solidaire. Et on a dit, mais non, nous, en fait, on se reconnaît dans le terme de communauté apprenante. Je ne sais pas si c'est clair sur cette partie. Comment c'est venu aux petites cantines? Ouais, à peu près. Il n'y a pas de question. Je propose de partager ensuite directement en quoi les cantines sont une communauté apprenante et garder du temps pour les questions à la fin. Ça te va? Ouais, très bien, ça me va bien. Alors, en quoi est-ce qu'on est une communauté apprenante? Déjà, ma question, c'est pour vous, c'est quoi une communauté apprenante? Alors, je vous propose que vous le mettiez dans le chat et que Béné, tu me lises quelques extraits. Pour vous, c'est quoi une communauté apprenante? C'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit? Transversalité des compétences. On va se prendre 2 minutes pour partager des notions. Permet de s'adapter, d'évoluer, résilient, partage d'expérience, partage de talent. Des personnes qui sont ressources les uns pour les autres. Donner, recevoir. Une communauté où on apprend les uns des autres. Il y a vraiment la notion de partage qui ressort beaucoup. De but aussi commun, d'intelligence collective, d'enrichissement mutuel, de mise en commun des savoirs. La notion de revue des pratiques, d'itérer sur l'expérience précédente. Super. Merci beaucoup. Merci, c'est super riche. Peut-être un truc qui est super important pour nous, c'est déjà
de changer notre regard sur les problèmes. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort aux petites cantines. On a tendance à dire que le problème, ce n'est pas le problème, c'est notre réaction face au problème. Et que, en fait, c'est quoi un problème? C'est un écart entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit. Mais si on garde bien en tête que nous ne voyons pas le monde comme il est, mais plutôt comme nous sommes, et donc on a une perception extrêmement limitée du monde, peut-être qu'on peut regarder le problème comme une occasion d'apprentissage. Et ça, en fait, je trouve que c'est un des changements les plus difficiles à faire. On a tendance à se sentir démoralisé par un problème. Or, c'est juste un aiguillon positif pour nous apprendre à progresser. Moi, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est quand j'ai un truc où je vois que ça me démoralise ou alors ça va à l'encontre de ce que je voudrais, j'essaie de faire un pas de côté et de faire comme si je le regardais de l'extérieur. Je regarde ce sujet de l'extérieur et du coup, j'arrive à voir le problème et Diane face au problème. Et ça m'aide vachement à réagir et du coup, ça m'aide à aller chercher chez moi la curiosité qui va m'aider à aller chercher un autre point de vue et du coup, à ne pas s'accrocher à mon point de vue et à me rappeler que mon identité, elle vient du mouvement et non pas. Et en fait, quand je suis figée, je ne suis pas dans mon identité. J'ai l'impression de m'accrocher à moi-même et donc j'ai l'impression que c'est stable et j'ai l'impression que c'est sécurisant. En fait, c'est une fausse sécurité. Je ne sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça, mais je trouve que c'est vraiment ce lâcher prise là-dessus. Il est vraiment à la racine de la communauté apprenante. Donc voilà, changer de regard sur les problèmes, entre guillemets. Et puis, nous, ce qu'on a mis en place aux petites cantines, c'est des rituels. Donc, des rituels, c'est-à-dire des pratiques pour faciliter l'apprentissage entre pairs. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez évoqué, c'est super important qu'il y ait des buts communs, un but commun, et qu'il y ait de la confiance. En fait, on ne partage que s'il y a entre nous des relations de confiance. Et nous, aux petites cantines, on s'est dit, pour qu'il y ait des relations de confiance, il faut qu'il y ait 3 choses. Il faut d'abord qu'il y ait entre nous des relations de qualité. Donc, que les gens se connaissent et se connaissent pas superficiellement. Donc, pour ça, quels sont les moyens qu'on va se donner? Alors, les rituels, c'est un peu comme quand on couche un enfant, par exemple. Souvent, on suit un peu toujours le même rituel. Ça va être quelque chose, justement, d'un peu sécurisant, dans lequel on va se reconnaître. Et grâce à ça, on va pouvoir ouvrir des espaces pour autre chose. Alors, il y a des rituels, par exemple, passer des temps gratuits ensemble, faire la fête. Ça paraît secondaire ou ça paraît aller de soi. Mais quand on monte un projet, c'est tellement, tellement, tellement important. Il va y avoir ce qu'on appelle le moment vérité. C'est-à-dire, comme on l'a dit, on n'est pas tous faits de la même pâte, on n'a pas tous les mêmes lunettes pour regarder le monde. Et c'est inévitable qu'il y aura des conflits. Les conflits, ça fait partie de la relation et c'est OK. Quand il n'y a pas de conflit, on peut se poser des questions sur la profondeur de la relation, sur l'engagement, l'implication, l'authenticité de chacun. Plus on est authentique, plus il y a d'occasions de créer des conflits et c'est bon. Mais il faut avoir des espaces aussi dédiés. Donc nous, je sais qu'avec Étienne, on a beaucoup pris des temps au démarrage d'échanges stratégiques pour se parler, pour se dire, voilà, quand tu as fait telle chose ou quand tu as prononcé telle parole devant telle personne, je n'ai pas réagi sur le coup, mais sache que ça m'a heurté, ou alors que j'étais en profond désaccord, ou alors que ça m'a évoqué telle chose de quand j'étais petite ou je ne sais pas quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Et Étienne, en face, il va dire merci pour ce cadeau que tu me fais de me partager ça. Il ne répond pas plus, il digère, et c'est la fois d'après qu'il va me répondre s'il a envie ou besoin de me répondre. Là, je l'ai pris sur un sujet négatif, mais ça aurait pu être pris aussi sur quelque chose qui me touche en profondeur, savoir dire quand tu as dit ça, ça a été une parole qui m'a vraiment réchauffé le cœur, merci, etc. Donc, se réserver des moments en vérité. Il y a les entretiens annuels collectifs. Vous savez, les entretiens annuels, quand on est employeur, c'est une obligation, je crois tous les 2 ans, ou je ne sais plus très bien. Chez nous, ça se fait en collectif, en équipe. C'est-à-dire qu'on a structuré ça en 3 temps. Un temps personnel, que je prends pour relire mon année. Un temps où je vais repartager avec le reste de ma proche équipe pour leur dire ce qui a compté pour moi, etc. Et puis ensuite, chacun
tour à tour, chacun va me dire, bah, voilà ce que tu m'apportes, voilà ce que tu apportes de profond au projet, et voilà une voie de progrès que je te suggère. Et comme ça, chacun prend 2 minutes, et je vous assure que d'entendre ça de la part de 7-8 personnes sur vous, moi je trouve que c'est une source de progrès extrêmement forte, et ça resserre les liens. C'est un moment souvent très très fort chez nous. On a aussi quelque chose qui s'appelle SOS Girafe. Alors, je ne sais pas si chez vous, il y en a qui sont familiers de la communication non violente. En communication non violente, on dit qu'il y a le langage chacal, où on n'a pas toujours conscience de ses besoins, les besoins qu'il y a derrière. Donc, on a tendance un peu à aboyer sur les autres ou sur soi-même. Et puis, il y a le langage girafe. Donc, la girafe, c'est un des animaux qui a le plus grand cœur, parce que comme elle a un très grand cou, il faut que son cœur il fasse pompe pour que le sang il aille jusqu'en haut du cou. Donc, elle a un très grand cœur. Et elle voit la situation de haut, un peu en vision macro. Et du coup, nous, on aime bien se dire qu'on a un petit espace comme ça, SOS Girafe. En gros, j'ai vécu un truc où j'ai besoin de faire ce qu'on appelle un lâcher de chacal, c'est-à-dire un tel m'a gonflé. Vous imaginez les maîtres de maison en cantine, comme ils doivent être confrontés à des situations hyper différentes tous les jours, etc. Parfois, dire un tel m'a pris la tête, et pouvoir dire tout ce qu'on a besoin sur le cœur. Avoir un cercle d'écoute empathique derrière, ça peut être super chouette. Et parfois, ça peut être aussi une difficulté avec un autre membre de l'équipe. Voilà. Et du coup, chez nous, il y a un pool de coachs bénévoles à disposition qui aident sur des situations sur lesquelles on a besoin un peu d'un miroir. Donc, c'est des coachs extérieurs au réseau qui donnent du temps bénévolement pour les membres de l'équipe au niveau national. On prend aussi vachement le temps de savoir remercier et de dire au revoir, parce que sinon, on a tendance à vachement soigner les liens au moment de l'intégration. Or, savoir dire au revoir, c'est aussi important que savoir accueillir. Et à ce moment-là, ça peut être aussi un moment, alors au-delà du cadeau, du pot d'au revoir, tout ça, un moment où je prends un temps privilégié avec la personne de mon choix dans l'équipe et je vais lui dire 4 choses. Ce que j'ai aimé tout au long de mon parcours au sein des petites cantines, ce qui m'a fait vibrer, quoi. Ce que j'ai appris, ça peut être en quoi je suis devenue aussi plus employable. Ce qui m'interroge, voilà, ce qui m'a étonné quand même aux petites cantines, et ça me pose toujours question d'ailleurs. Et ce que je suggère, peut-être des pistes de progression avant de partir. Un peu comme un héritage laissé à la structure. Voilà, ça c'est des exemples de rituels qui nous aident à tisser entre nous des relations de qualité. On minutes sur cette partie-là, ça te va? Non, ouais, on essaie de se prendre encore 2-3 minutes sur cette partie. Ouais, très bien. J'ai le rôle ingrat de mettre du temps, je suis navrée. Ouais, c'est pour garder les temps de questions pour vous. On a d'autres rituels qui nous permettent d'instaurer un climat de confiance. Le fait de créer des rendez-vous d'accueil réguliers pour tous en cantine, pour tous ceux qui veulent rencontrer l'équipe, en découvrir plus sur le projet. On a des parcours d'intégration pour tous ceux qui s'engagent. Tous les mois, on s'appelle, on fait le call des territoires pour se partager des nouvelles. C'est des moments qui donnent toujours énormément d'énergie. On a décidé, et c'est très récent, de mettre en place la certification participative tous les ans. C'est-à-dire que chaque cantine c'est pas un tiers en gros qui va dire oui, tu es bien dans l'ADN des petites cantines. Oui, tu as bien en gros, c'est pas un label des petites cantines comme ça, quoi. C'est moi, je sais pas, les petites cantines, je sais pas, Le Havre par exemple, je vais décider si quand je prends les 16 piliers des petites cantines, je suis bien dedans ou pas, ou est-ce que j'ai des voies de progrès sur tel ou tel point. Et ça se fait donc en auto-évaluation et avec tous d'autres acteurs sur le territoire. On s'engage aussi à faire une mesure d'impact social tous les 2 ans. On propose des formations qui sont adaptées aux responsabilités, parce que le participatif, c'est bien. Si les gens n'ont pas les compétences, ça peut les mettre un peu en difficulté. On s'engage entre nous à partager nos indicateurs financiers. Ça nous permet aussi de voir quand il y a une cantine qui a plus de difficultés ou d'autres qui s'en sort bien, etc. Ça nous permet d'être bien là-dessus dans un climat de confiance. Et puis, 3e type de rituel, comment s'entraider ensemble et contribuer à l'intelligence collective. Alors, on a ce qu'on appelle les ateliers gourmands de co-développement. Si tout le monde est familier de la notion de co-développement, on pourra peut-être en parler à la fin de la présentation. Tous les mois, ou ça peut être même toutes les semaines quand on a besoin. En gros, j'ai une problématique, j'arrive pas à bien gérer mes stocks en collectant des invendus et je vais collecter les bonnes pratiques des autres territoires.
ou bien j'arrive pas à accompagner mes services civiques, c'est la galère avec eux. Voilà, je présente ma problématique, les autres territoires viennent me partager leur regard. On a aussi les calls à thème, c'est-à-dire tous les trésoriers qui s'appellent entre eux, tous les responsables communication, tout ça, toujours pour se partager, voilà, faire de l'entraide entre responsables de ces sujets. Chaque cantine a aussi sa stratégie avec toutes ses parties prenantes, enfin, on va dire son équipe, parce qu'il y a les administrateurs, il y a les salariés, il y a les volontaires en service civique. Une fois par an, elle prend une journée vraiment pour se poser bien sur la stratégie de l'année qui vient. Et tous les 6 mois, on se retrouve au niveau du réseau pour écrire la feuille de route du réseau sur les 6 prochains mois. Donc, en général, on est donc en ce moment une vingtaine et on va 3 jours dans le Jura, dans la Drôme ou autre, passer 3 jours un peu à faire la fête et à écrire la feuille de route de ce qu'on a envie de vivre ensemble. Voilà pour la partie un peu la partie rituelle, pratique. Moi, ce que je voudrais vous dire quand même encore à ce sujet, c'est qu'au-delà de ces pratiques qui facilitent l'apprentissage entre pairs, j'ai remarqué que c'était aussi l'occasion de faire naître de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire, en fait, moi, je trouve que ça m'aide à changer de regard sur le monde parce qu'il y a un peu 2 niveaux d'apprentissage. Il y a un niveau un peu superficiel où, en gros, le trésorier de Lille va m'aider, moi, trésorière de Lyon, à bien gérer mes comptes, etc. Donc ça, c'est chouette, c'est un niveau un peu superficiel de l'apprentissage. Mais aussi, en fait, il aura peut-être abordé son sujet autrement. Et en fait, je m'apercevrai qu'il a une autre manière de regarder les choses. Et peut-être que ça m'aura déplacé beaucoup plus en profondeur, sous prétexte de me parler d'un tableau Excel ou de comment je gère les comptes. Il m'aura peut-être montré une autre manière de piloter le prix libre, par exemple. Et en fait, ça m'aura déplacé dans ma manière d'aborder les choses et peut-être que ça me servira dans d'autres choses de ma vie. C'est en ça que je trouve que voilà, il y a un niveau d'apprentissage en profondeur beaucoup plus profond que juste de la transmission de compétences. C'est aussi un changement profond de regard. Moi, je sais que je ne me lasse pas de cet apprentissage-là. On croit beaucoup que les projets collectifs, c'est s'intéresser à la dynamique collective. Moi, je n'ai jamais autant fait un travail sur moi, et donc parler de moi, de souveraineté personnelle, de ma posture personnelle. Je n'ai jamais fait autant un travail sur ma posture personnelle que depuis que je suis dans un projet collectif. Voilà, et pour terminer, je voudrais prendre un petit temps pour vous partager un peu les écueils, les questions qu'on se pose. D'abord, peut-être, il y a un caractère quand même inconfortable dans la communauté apprenante. En fait, on est sans cesse aussi… En fait, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre altérité et similitude. C'est-à-dire, on est à la fois tous différents et en même temps, on se ressemble. On se ressemble parce qu'on a les mêmes activités, mais dès qu'on rentre un petit peu dans le détail, toutes les différences, elles surgissent parce qu'on n'a pas les mêmes territoires, parce qu'on n'a pas les mêmes équipes, parce qu'on n'a pas la même manière d'aborder le projet. Donc, il faut un socle, un cap commun hyper fort, et donc on se le rappelle sans cesse pour rester unis, en fait, autour du projet. Mais ensuite, à l'intérieur, on peut très vite avoir aussi un sentiment d'exclusion parce que, en fait, pour que ça marche, il faut qu'on développe un sentiment d'appartenance fort et donc d'intégration. Et quand on n'a pas les codes et tout ça, on peut avoir l'impression de l'extérieur que ça fait un peu comme une secte ou alors que c'est un petit peu, enfin, qu'on n'est pas dedans. Et du coup, si on n'est pas attentif à ces processus d'intégration extrêmement inclusifs, on peut se sentir paradoxalement exclu. Donc ça, on fait très, très attention à ça. Il peut aussi y avoir la barrière numérique. Nous, on a un réseau social interne. Voilà, il y a des gens, soit à cause de leur génération, soit parce qu'ils n'aiment pas ça, et ils ne vont pas bien avoir accès à tous les outils, par exemple. Donc, on fait très, très attention à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion de la communauté apprenante. Ensuite, une question qu'on se pose, c'est quelle intensité de cadre. Nous, on a un projet en développement, on a un projet en essaimage. On veut qu'il soit le plus simple possible, le plus approprié par tous. Pourtant, il faut quand même aussi un petit peu des règles de vie communes. Et du coup, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on pose un cadre clair, fort, et jusqu'où, au contraire, où est-ce qu'il faut qu'on laisse faire, en fait. Donc ça c'est des questions qu'on se pose. Et puis, peut-être une dernière question, c'est comment bien capitaliser sur nos connaissances, parce qu'on a été confronté à un écueil qui est l'infobésité. En gros, il y avait tellement d'infos de partout.
que ça fusait, car il y a un moment, en fait, le degré de coopération, il est trop élevé. En fait, il est fatigant. Du coup, on est en train de réaliser que la coopération, c'est une discipline à part entière et qu'en fait, il faut qu'on se pose sérieusement dessus pour voir, en fait, quand est-ce qu'on ne se fait pas manger par les petites cantines, mais qu'on reste bien pour venir manger aux petites cantines, quoi. Et ça, bah, en fait, on ne l'avait pas conscientisé avant et aujourd'hui, on a les mains dedans. Et ce n'est que maintenant qu'on est en train de voir, en fait voilà, comment être bien dans le partage de connaissances et la disponibilité, etc., sans que ce soit le fleuve d'infos tout le temps. Donc voilà, moi je dirais, s'il y a un truc à retenir de tout ça, le socle, le trépied de la communauté apprenante, c'est tisser des relations de qualité. Parce que sinon, les gens, en fait, quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu vas chercher l'info, etc. Et ce n'est pas juste sur un annuaire ou une arborescence que ça se passe. Il faut se connaître. Ensuite, il faut instaurer un climat de confiance parce que pour pouvoir partager ses fragilités, pouvoir ouvrir des choses qui peuvent être un petit peu perso, un petit peu confidentielles autour du projet, etc., et ben, il faut pouvoir être dans un climat de confiance. Et ces deux trépieds, ils permettent d'être vraiment dans l'entraide et d'avoir le sentiment de contribuer à l'intelligence collective. Donc, voilà, ça nous sort d'une posture un peu infantilisante, un peu centralisée, un peu voilà, moi je trouve que voilà qu'on a trop facilement en France. Donc revenons à la souveraineté individuelle, mais n'oublions pas qu'on est tous interdépendants et qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà notre retour d'expérience. Je ne sais pas si ça fait émerger un peu des questions chez vous. Bonjour, oui, j'ai une question en fait. Donc merci beaucoup déjà, c'était super intéressant. Donc tu disais qu'un problème en fait c'était le problème c'était la perception du problème et que c'était un décalage entre ce qu'on aurait aimé et la réalité. Et du coup là on a été bien plongé, surtout dans la restauration avec les confinements, la crise. Donc je voulais peut-être que tu nous fasses part de quelques apprentissages sur comment vous avez fait. Enfin j'imagine que certains rituels étaient plus possibles et voilà, et comment vous avez fait, ou des choses remarquables, enfin des apprentissages et où vous en êtes, etc. Ouais, bah en fait, nous, le discours des petites cantines, c'est que la relation est un besoin, au même titre que manger, que boire, etc. Donc la crise a juste montré beaucoup mieux que nous. Voilà. Le virus nous a aussi montré encore mieux que nous qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ça a été le discours qu'on martelait avant le virus. Le virus est arrivé, on n'avait même plus besoin de marteler ce discours. Ce qu'il a fallu refaire passer aux porteurs de projets, c'est que l'architecture, alors invisible, des petites cantines, ce n'est pas les murs de leur cantine, mais c'est les relations de qualité qui se tissent au sein de leur communauté. Donc on peut très bien monter une petite cantine, même sans avoir de local, même en ne pouvant pas se réunir, etc., simplement en tissant des liens un peu autour de cette activité. Ensuite, pour toutes les cantines qui ont un local et qui peuvent s'appuyer dessus, il faut s'en servir comme un atout pendant cette phase de virus. Donc très concrètement, ça a pris des tours comme soit les cantines du cœur. Ça veut dire que des partenaires sociaux nous ont dit, là, il y a urgence que vous puissiez cuisiner pour des gens qui n'ont pas de cuisine en ce moment. C'était surtout pendant la première vague, mais en fait, ça s'est prolongé. Il y a des publics qui sont à protéger. Il y en a qu'il faut maintenir dans le lien à l'emploi, maintenir dans la relation aux autres, etc. Donc, c'est comme ça que se sont cuisinés des milliers de repas cuisinés par les habitants dans les locaux des petites cantines et ensuite livrés avec des acteurs comme Pour eux, hashtag Pour eux, hein, des coursiers bénévoles à vélo ou les vélos du cœur à Strasbourg, ou voilà, des acteurs comme ça. Donc en synergie, nous on est juste une chaîne un maillon de la grande chaîne. Voilà, on fait juste notre partie et après on s'inscrit dans une dynamique avec les autres. Ça peut être aussi, alors on peut appeler ça dans un resto vente à emporter, chez nous ça s'appelle click et rapplique, parce que simplement le fait de venir chercher ton repas, même si ça dure que un quart d'heure, 20 minutes, les gens sont sortis de chez eux. Et il y a des gens, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ils sont venus manger, alors on cuisine en ce moment que les invendus. Donc ils ont vu comment on peut faire un truc super bon grâce à des invendus. Et ils ont eu quand même un moment de lien au moment où ils viennent chercher leur repas. Donc en fait, c'est super important de maintenir ce lien. Et puis ensuite, on a quand même pu maintenir des activités en tout petit comité, c'est-à-dire maxi 6 participants dans la cantine pour faire des activités variées. Voilà, c'est pas forcément autour de la cuisine, ça peut être autour de la couture, autour de je sais pas quoi, enfin voilà, des ateliers, ce que les habitants ont envie d'organiser. Le local était quand même à disposition pour ça. Comment peut-on mener
un tel projet sans local. Alors, il y a quand même un moment où il faut avoir un local, mais en tout cas, on voit à Oulin, il y a déjà pas mal d'adhérents et il n'y a pas encore de local. Il y a déjà une communauté assez vivante, en fait. Je ne sais pas si... Comment on fait, Andrea? Je réponds aux questions qui sont dans le chat ou alors il y a des questions? Enfin, comment tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas eu de questions avant. Pas eu de questions, ouais. Moi, j'en ai pas noté en tout cas. Je crois que tout le monde les pose là maintenant. Alors, pour l'infobésité, franchement, moi, je n'ai pas de réponse. On est en train de bosser dessus. Alors, on a la chance de faire partie d'un réseau qui s'appelle Ashoka. Ashoka, c'est des entrepreneurs qui ont changé d'échelle. Et là, il y a une proposition de formation au niveau européen sur, voilà, sur la coopération, en fait. Donc, on va la suivre. C'est un parcours de plusieurs semaines. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas les premiers à être confrontés à ce sujet. Donc, on va aller chercher les retours d'expérience des entrepreneurs européens sur ce sujet. Ashoka, voilà, c'est ça. On vous en dira plus donc, dans 3 mois. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. On a des réponses, mais elles sont... Enfin, voilà, on tâtonne encore, quoi. Comment on mobilise? Alors, comment on mobilise? Alors, en temps hors pandémie, ça va être des rencontres dans le quartier, ça va être je vais coller des affiches chez les commerçants, je vais rencontrer les têtes du réseau du quartier, je vais passer dans les médias parce que les personnes isolées, elles regardent beaucoup la télé, elles regardent la presse locale, etc. Je fais marcher le bouche à oreille. Et je vais organiser comme ça des partages autour de comment, de qu'est-ce que c'est le projet et qui a envie de faire quoi en étant le plus accessible possible. Donc, pas de jargon, économie sociale et solidaire, enfin voilà, des mots de tout le monde, quoi. Voilà. Et puis très vite, on va monter des cantines éphémères. Des cantines éphémères, voilà, où on va vivre l'esprit des petites cantines, même si c'est un local prêté, c'est des assiettes. Enfin voilà, c'est de la débrouille, quoi. Et puis, en fait, petit à petit, on s'aperçoit que les gens y rejoignent. Et alors, en contexte de pandémie, en fait, on pourrait très bien commencer à cuisiner des invendus, etc. et faire un système de vente à emporter temporaire, prêté, en se mettant, je sais pas, en partenariat avec un resto ou un acteur social ou n'importe quoi. En fait, ça, on peut très bien commencer à imaginer d'autres choses pour mobiliser. Les gens n'ont pas disparu. Hein. Les gens, ils sont toujours là, ils ont toujours besoin de manger, ils ont toujours besoin de liens. Donc après, c'est place à la créativité, quoi. Comment trouver le local? Eh bien là, alors parfois le réseau a des opportunités de local, mais là, pardon, en fait non, je ne vais pas répondre à toutes ces questions parce qu'on n'est plus du tout sur la communauté apprenante et qu'en fait c'est l'atelier d'après avec Bénédicte. Donc Bénédicte, tu veux dire un mot sur ton atelier? À quelle heure c'est? Oui, de midi à 14h. Je fais un retour d'expérience sur le montage d'une petite cantine à partir de vos questions. Donc, toutes ces questions-là, vous êtes les bienvenus pour les poser tout à l'heure. Est-ce qu'on se considère comme un tiers-lieu? Oui, dans le sens où c'est pas à la maison, c'est pas un resto, c'est entre les deux, donc c'est un tiers-lieu, mais non dans le sens de France tiers-lieu, dans le sens où ils considèrent qu'il n'y a pas une multiplicité d'activités en plus de la cantine, il n'y a pas le numérique, il n'y a pas tout ça. Alors, on pourrait dire qu'il y a quand même une douzaine d'événements autour, mais bon, voilà, c'est pas très grave pour nous de rentrer ou pas dans cette catégorie. De toute façon, c'est un terme que nous n'utiliserons pas envers les habitants parce que c'est un terme qui est un peu jargonneux. Voilà. Ce serait quoi les contours de la communauté apprenante selon ses membres? C'est-à-dire, tu veux dire quoi? En fait, ma question, c'est dans ce que tu racontes, on voit bien comment vous apprenez ensemble, membres des petites cantines au sens porteur de projet et puis tous les contributeurs. Est-ce que vous avez envie de réfléchir à si ça va jusqu'aux parties prenantes que sont les convives, les habitants, qui apprennent aussi des choses? Il me semble que tu l'as moins abordé. Voilà. Oui. Alors on peut le dire à 2 niveaux. En fait, l'apprentissage entre pairs, il est en cantine. Parce que ne serait-ce que la cuisine, chez nous, la cuisine participative, c'est de l'apprentissage entre pairs en soi. Ensuite, la communauté apprenante, c'est d'abord toutes les personnes qui sont investies pour plus de 6 mois dans une cantine. Donc, c'est les volontaires, c'est les administrateurs, c'est les porteurs de projets, c'est les salariés. Pour autant, les convives peuvent participer comme ils le souhaitent. Nous, on ouvre ce qu'on appelle des cercles. Donc, il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas,
on va lancer un cercle qui s'appelle Nourrir la relation. Donc, comment bien nourrir nos relations, travailler aussi autour de l'expérience en cantine. Et dedans, il va y avoir plein de parties prenantes. Des convives, des experts extérieurs, des administrateurs de petite cantine, un maître de maison, peut-être un porteur de projet. Voilà. Là, par exemple, on vient de faire un cercle qui s'appelle « Garantir notre ADN ». C'est-à-dire comment en fait on faisait en sorte que comment on faisait en sorte que notre ADN soit bien garanti tout au long du développement, même si on se développe beaucoup. Et c'est comme ça qu'est sortie l'idée de la certification participative. Et à ce cercle participait Dominique, convive à Croix, par exemple, qui n'avait jamais vu plus, mais qui avait en fait une parole, franchement, d'une portée et d'une capacité de simplification extraordinaire. Et en fait, il y a deux choses qui comptent pour que la communauté apprenante, elle marche bien. Il y a un qui est quand même du travail derrière. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'apport, s'il n'y a pas du contenu, etc., on ne se nourrit pas les uns les autres. Donc, il faut quand même que chacun apporte une capacité de travail et des compétences. S'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de partage, en fait. Et deuxièmement, c'est qu'on soit connecté au projet. Si vous avez un cabinet de conseil qui vous fait un apport extérieur, voilà, mais qui en fait n'a jamais été dans une cantine, ne voit pas exactement, ça va se sentir tout de suite, en fait. Et ça, c'est pas la communauté apprenante. Il va peut-être vous apporter des choses, c'est pas ça la communauté apprenante, il n'est pas connecté au projet. Donc du coup, Dominique, peut-être qu'il y a plein de trucs qui lui échappent, l'ADN, ça lui parle pas forcément comme ça, etc. Peut-être qu'elle n'a pas, voilà. Par contre, comme elle est très connectée au projet, elle a une grosse valeur ajoutée. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu as encore une ou deux questions? Oui, Philippe. Je remets le micro. C'était pas tant une question qu'un témoignage. J'ai été enseignant pendant plus de 20 ans et dès les années 2000, j'ai choisi de passer ma classe sous la forme de table coopérative. Et vis-à-vis des enseignants, collègues, même en arrivant dans un nouvel établissement, j'étais un peu mis au banc. Les collègues restaient sur le seuil de ma porte en disant « mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça ». Et finalement, avec le temps, ça a transformé effectivement leur vision sur l'enseignement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était le mot « c'est pas tant un projet qu'un projet de société ». Et ça, c'est un point extrêmement fort parce que cette pédagogie, par exemple, de la table ronde, de table coopérative, donc de faire en sorte que les enfants travaillent avec des pairs, qu'il n'y a pas un prof, mais il y en a autant que d'enfants qui savent, c'est un point très important qui a mis du mal à imprégner la société, mais je pense que les petites cantines, à leur échelle, est un peu dans cette démarche. Ça compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup, on se reconnaît bien là-dedans. Et comment célébrez-vous les apprentissages? On les célèbre à fond. Enfin, c'est-à-dire, même ne serait-ce que quand on a pris une décision tous ensemble, c'est l'explosion de joie en général. Même si ça peut apparaître parce qu'en fait, derrière, il s'est passé tellement de choses derrière cette prise de décision que c'est encore plus que la décision qui est prise. C'est la cohésion que ça renforce en fait derrière. Comment gardez-vous la mémoire de la communauté? C'est le travail de l'équipe support. On a une petite équipe support là, de 7-8 personnes où on capitalise, etc. Et peut-être qu'il y a des outils sympas qui se préparent pendant quelques mois pour toutes les cantines de quartier. Voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup du drive partagé, mais demain, ce sera peut-être un outil un peu plus ergonomique, un peu plus ouvert à tous, un peu plus sympa. Voilà, il y avait d'autres questions. Ah. Pour le reste, je ne sais pas. Il faudra voir avec Andrea.